Salut à tous, bienvenue sur Bombal Podcast. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle personne que vous allez découvrir ensemble dans cet épisode. Il va nous parler de projets d'intégration, de son parcours et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, on y va. Bonsoir, Monsieur Manix. Bonsoir, papa Alexis. Comment Bonsoir. vous allez? Ça va très bien, Dieu nous fait grâce. Ok. Aujourd'hui, c'est pour la première fois, vous êtes là. Mhm. On va parler projet, on va Ok. parler parcours, expérience et tout. Ok. Mais avant de commencer, qui est Monsieur Manix? Déjà, bonsoir à tout le monde. Et merci pour l'invitation. J'ai entendu parler de l'émission et merci de m'avoir invité aussi à cette émission. Je suis vraiment ravi de participer. Mon nom, c'est Manix Issangia. J'ai une trentaine d'années. Je suis un homme marié. Je suis père de 3 enfants. Et ça, c'est qu'on a. Si je dois me présenter, en bref, c'est ce qui est Manix. Ah, ok. Et vous avez dit que vous êtes marié. Ça fait combien de temps que vous êtes ici aux États-Unis et tout? Moi, ça fait. Je suis arrivé aux États-Unis en 2015, au mois d'avril. Donc, je viens tout juste de passer mes 8 ans ici aux États-Unis. Ça fait déjà 8 ans que je suis aussi aux États-Unis. Yep. Et votre profession, déjà au Congo, en Afrique, vous étiez qui? Et puis ici, qu'est-ce que vous faites? En Afrique, je venais avant d'être gradué, je suis licencié en gestion des entreprises et organisation du travail à l'université de Kinshasa. Okay. J'ai fini en 2014. Quand j'étais déjà en G3, j'avais trouvé un travail à Airtel Congo. Je travaillais là-bas à l'immeuble de même ligne. On nous avait appris à faire des SIM blanches. Si quelqu'un perd son téléphone, des choses comme ça. On faisait ça. On appelait ça customer service. Okay. Et puis voilà, on faisait ça. Je continuais mes études. J'ai fini depuis G3 jusqu'à ce que j'ai fini. J'ai travaillé à l'Airtel et j'ai parti à l'Inekin. Et on m'avait retenu quand j'ai fait mon stage en G3. Et en 2015, quand j'ai fini en gestion des entreprises, et je suis arrivé ici. Et ici, j'ai un parcours comme tout le monde. Je ne parlais pas encore anglais. Je fais dans les warehouses. Je travaille dans beaucoup d'endroits. Cookfood, Dirobac, des choses comme ça. Et je suis arrivé à Amazon. J'ai fait mon temps là-bas. Je suis devenu superviseur. Je commençais à apprendre l'anglais. Je suis allé à Cincinnati State. C'est un community college à Cincinnati, à Ohio. Et je suis arrivé ici, je mouvais de Ohio à Kentucky. Je fais des formations de CompTIA, Place et Place. J'ai des certificats de cela. J'ai aussi une certification à Medical Assistant. Ce qu'on appelle Medical Assistant, tu deviens clinical support. So, tu travailles à l'hôpital, tu aides les docteurs. On nous appelle des clinical support. C'est-à-dire, quand il y a un patient qui vient à l'hôpital, avant que les docteurs puissent le voir, je peux voir le patient, écrire pourquoi est-ce qu'il est là, son poids, son âge, des choses comme ça. On appelle ça des vital signs. Et je rends le patient prêt pour voir le docteur. Vous arrangez en quelque sorte les dossiers pour les docteurs? Pour que les docteurs puissent venir. Quand les docteurs, je mets tout à l'ordinateur, quand le docteur va venir, il va voir pourquoi le patient est là, qu'est-ce qu'il faut faire, par où commencer et tout. Et tout. Voilà un peu mon travail. Ah là, c'est ça que vous faites actuellement? C'est ce que je fais maintenant, c'est le travail que je fais maintenant. Là. Ok. Ok. Donc, spécialement pour aujourd'hui, vous allez nous parler d'un projet, Pamoja One. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi Pamoja One? Pamoja One, déjà le concept Pamoja, c'est un mot swahili qui veut dire ensemble. One, ça veut dire un. Donc, Pamoja One, ensemble, comme un seul homme. Et dans Pamoja, c'est un projet que j'ai conçu. Je travaille avec beaucoup des amis, des jeunes comme moi, qui ont créé ces projets. Dans Pamoja, l'idée, c'est on est focus sur le développement de la personne. Ça veut dire, on est aux États-Unis. J'ai vraiment basé ça sur mon propre expérience. Ça veut dire, quand on est arrivé aux États-Unis en 2015, on avait des envies de voler
et faire tout ce qu'on voulait pour se développer, il n'y a pas un cadre concis qui fonctionne, qui te montre les chemins. Avec la culture congolaise et tout, on est toujours dans la tradition orale. Ça veut dire que les informations se passent d'une manière orative, c'est-à-dire si tu as besoin de quelque chose, va voir M. Tel, appelle M. Kingane. Les anciens surtout. Voilà. Donc, il n'y a pas une structure qui fonctionne avec des informations pour faciliter l'intégration d'un immigrant. OK. Alors, moi, comme j'ai fini en gestion des entreprises et organisation du travail, on m'a appris à l'université de répondre aux besoins de la société. Moi-même, quand je suis arrivé ici, j'avais ces problèmes-là. Je suis arrivé ici, j'habitais Cincinnati, Ohio. Je suis arrivé chez ma sœur, la femme de pasteur Aimé Beleke. Et ils travaillent, ils sont busy, ils ont des enfants. Alors, ils n'ont pas vraiment beaucoup de temps pour te montrer des choses. Mais, entre-temps, il n'y a pas aussi un endroit où tu peux aller pour t'informer. Okay. Alors, ça retarde ton avancement ou ton développement ici aux États-Unis. Ça, c'est un. De deux, si tu commences maintenant à aller chercher des informations chez les gens, tu connais toi-même la tradition orale, ça subit des modifications. Ça veut dire que la personne ne te donne que ce que lui connaît. Ça veut dire qu'il te donne son expérience à lui. Juste ce qu'il connaît. Ce que lui connaît. Et cela ne peut ou ne pas être adapté à ta situation. Par exemple, si lui, il a eu des longs termes pour avoir son green card, il va te montrer les chemins les plus longs. Tu vois, si ça lui a pris 10 ans pour parler l'anglais, il va te montrer ces chemins-là. Si ça lui a pris 2 ans pour conduire une voiture, c'est les chemins qu'il va te montrer. Et c'est comme ça, l'information dépend d'une manière, de la personne que tu parles ou de l'autre. Alors, moi, quand je voyais ça, je me suis dit, mais il n'y a pas un cadre approprié, adapté, juste pour aider les nouveaux venus. Mais pendant ce temps, il n'y avait pas la communauté, parce qu'on peut dire qu'un cadre, c'est déjà la communauté africaine n'était pas sur place et tout. Déjà, bonne question par rapport à cela. La communauté a toujours été là. Moi, quand je suis arrivé, il y avait une communauté à Cincinnati. Même quand j'ai mouvé ici à Kentucky, il y avait une communauté. Mais je suis désolé, mais dans les communautés, je sais pas, je sais que toi, si tu habites ici aux États-Unis, tu connais, dans nos communautés, les activités que la communauté nous offre, ça se focalise sur des choses. Qui sont? Les divertissements et les activités sociales. Les activités de divertissement, par exemple des barbecues, de sorties, on va aller jouer au foot, on fête de l'indépendance, on va manger ceci, et puis des activités sociales. Baby shower, mariage, quelqu'un est mort, quelqu'un est né, quelqu'un veut se marier, quelqu'un a trouvé une fiancée. C'est ça la communauté. C'est ce que la communauté nous propose pour l'instant. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Mais depuis que moi je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que la communauté a mis sur table. Ça veut dire qu'il n'y a que des activités sociales et des cadres à aider. Aider les gens qui veulent se marier, qui viennent de perdre son proche, ou bien naissance, baby shower. Et des communautés, des activités, voilà ce que j'ai dit. Par exemple, barbecue, on va jouer au football contre les Somaliens ou quoi, des choses comme ça. Il n'y a pas, par exemple, un séminaire pour parler, par exemple, des credit scores. Et pourtant, les credit scores ici aux États-Unis, c'est ce qui définit même la facilitation ici aux États-Unis. Tu dois avoir un bon crédit dans tout. Donc, c'est un peu ça. Avec ces soucis-là, quand j'ai remarqué ces vides-là, je me suis dit, mais pourquoi on n'est pas comme ça? Maintenant, votre problème, lorsque vous êtes arrivé, il n'y a pas eu quelqu'un qui vous a aidé dans ce sens-là, ou bien vous êtes en sorti peut-être par vous-même? Comment est-ce que vous avez vécu cela? Les aides, il y en a eu. Les aides, il y en a eu. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a conduit à une banque. Ma cousine m'avait présenté à quelqu'un qui peut m'aider, qui peut
comme on dit en lingala, à l'accent, place la compte bancaire. Vu que moi, je ne parlais pas l'anglais. Pour faire les tests de BMV, voilà, il faut avoir des CAN, des choses comme ça, pour une voiture, pour conduire. Voilà. Il y a des aides comme ça. Mais juste par rapport à leur connaissance. Voilà. Et puis, tu dois connaître la personne. Parce que si tu ne connais pas la personne, quelqu'un doit t'amener. C'est-à-dire, il faut y avoir une connexion. Et comme moi, COP. C'est-à-dire que, entre-temps, tu attends. Et même ces personnes-là que je viens de citer, par exemple, pour conduire une voiture, ça m'a pris 6 mois. OK. Pour que cette personne-là, pour m'amener à la banque ouvrir un compte bancaire, parce que je commençais déjà à travailler. Je pense que ça a pris 4 mois. J'attendais qu'il soit available, qu'il soit disponible. Et ça, entre-temps, ça m'est rangé. Je me dis, c'est juste parce que je ne parle pas la langue. Okay. C'est juste parce que j'attends maintenant, je ne peux pas avancer parce que cette personne-là n'est pas là. Et moi, je suis arrivé aux États-Unis, je n'étais pas un enfant. Je suis arrivé aux États-Unis, j'étais déjà licencié. J'avais, je pense, 28 ans. 28 ou 27 ans. Donc, je me suis dit, à mon âge, licencié, je suis là bloqué parce qu'une autre personne n'est pas disponible. C'est pas que moi, je ne fais pas. C'est pas que moi, je ne veux pas. C'est parce que je te donne un exemple. Par exemple, on me dit, pour faire l'émission, Alexis doit être là. Et Alexis n'est pas là, donc on ne fait pas l'émission. C'était ça un peu ma vie. Donc, pour conduire une voiture, tu dois trouver cette personne. Quand tu ne trouves pas, tu ne conduis pas. Entre-temps, tu dois te déplacer, tu dois aller au marché. Voilà, tu dois vivre. Tu dois continuer de vivre. Il y a des billes à payer. Tu dois fonctionner. Et tu ne peux pas le faire parce que tu ne parles pas la langue, il n'y a pas un cadre approprié et tu ne sais pas par où commencer. Est-ce que à cette époque-là, déjà, vous aviez déjà cette motivation-là ou bien cette idée-là de Pamoja? Quelle a été la motivation de créer Pamoja? C'est venu d'où? Donc, c'est venu par rapport au blocage. Là. À ce moment-là, déjà, j'ai commencé à me dire... ma question que je me posais, c'était... Je posais même ça aux d'autres personnes. Je posais ça au fait pasteur Amos. C'était aussi l'un de mes cadres, mes mentors, mes encadreurs ici aux États-Unis, aux gens que je posais beaucoup de questions. Et je parlais à beaucoup de gens. Je parlais à Papa Fijance. Je parlais à beaucoup. Je posais des questions. Et parmi les questions que je posais, je me disais, pourquoi y a-t-il pas un cadre d'intégration. Un cadre qui facilite l'intégration. Par exemple, ou bien, je sais pas moi, même des gens, disponibiliser des gens, c'est eux qui font ça. Ou bien, un moyen, je pensais pas encore... Un bureau, voilà, je pensais pas ça. encore à un site web. Je me disais toujours un cadre. C'est-à-dire, ça peut être n'importe quelle forme. Ça peut être par website. Ça peut être que vous avez un bureau avec des gens disponibles pour faciliter la venue et l'intégration, le développement des nouveaux venus. Et voilà, on a peut-être notre avocat, on a peut-être notre translate de la communauté, des choses comme ça. Pour mettre ne fût-ce que de base. Pour faciliter l'intégration des gens. Même si ça sera payable, même si ça sera gratuit, mais un cadre qui se focus seulement au développement et la facilitation de l'intégration. Là, maintenant, c'était déjà quelle année comme ça? Moi, je suis arrivé en 2015. 2015 donc, je suis arrivé au mois d'avril 2015. Et vers fin 2015, début 2016, c'est comme ça que je réfléchissais. Je fonctionnais, mais je me disais, ça pouvait être facile. Parce que, je viens de te rappeler ici, ce que moi j'ai fait à l'université, c'est la gestion des entreprises et organisation du travail. C'est-à-dire, pendant les 5 ans que j'ai passé à l'UNIKIN, on m'a formé comment faciliter, rendre facile, easy, le fonctionnement de quelque chose ou bien d'une structure, d'une entreprise. Et je t'informe que beaucoup de choses que nous voyons ici sont des entreprises. Ta femme et toi à la maison, votre couple, vous construisez une entreprise. Une entreprise. Tu vois, les entreprises, c'est pas seulement là où tu travailles à Amazon ou tu travailles à DHL. Tu as une entreprise. Toi-même, ça veut dire quand tu fais ton budget à toi, les mois, tu fonctionnes comme une entreprise. C'est-à-dire, psychologiquement, voilà pourquoi on a mis ces départements-là de la gestion à la faculté de psychologie à l'UNIKIN. Ceux qui savent, ils savent. Ces départements, ça se trouve à la faculté de la psychologie, le département de gestion. Pourquoi? Parce qu'un gestionnaire doit aussi être un psychologue.
On a beaucoup de cours de psychologie, on a beaucoup de cours de gestion et de finances. Et c'est là que ma tête a été formatée et formée par rapport à cela. C'est-à-dire, quand je suis dans une structure, je réfléchis toujours à comment rendre la fonctionnalité de la structure, la communication, easy. Okay. That's my job. C'est comme par exemple, il y a d'autres personnes qui sont des IT, qui sont des banquiers. Moi, c'est comme ça que je suis formé. C'est-à-dire que je cherche, même quand je trouve par exemple quelque chose qui fonctionne déjà, je vais me poser la question, comment je peux rendre ça easier. Les Américains disent smooth, like, make it more smooth. Facile et fluide. Yeah. Maintenant, pourquoi ça vous a pris beaucoup d'années comme ça? Vous avez dit que fin 2015. Donc, début 2016, je pensais, j'avais ce questionnement-là. J'avais ce questionnement dans ma tête. Maintenant, ça m'a pris... Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? C'est une très bonne question. Et dans mon parcours, quand j'étais ici, déjà aux États-Unis, pendant que je faisais ça là, je faisais déjà beaucoup d'erreurs. Okay. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Moi, je suis passé par les chapitres 7 de bankruptcy. C'est quoi bankruptcy? Bankruptcy, c'est une position où tu vas devant l'État et puis tu dis à l'État américain que tu n'arrives pas à payer tes dettes, s'ils peuvent t'aider à prendre. C'est comme si ils prenaient en charge tes dettes, ils te donnent une nouvelle chance, bouffe d'oxygène que tu peux commencer à zéro. Maintenant, comment vous êtes entré dans parce que vous venez d'arriver. Voilà. Je viens d'arriver. Comme toute personne qui vient d'arriver ici, ils savent où tu reçois des credit cards. Okay. Tu reçois des credit cards, tu prends la voiture à crédit, tu as des crédits. Il y a des crédits partout. J'ai pris ma voiture à crédit, j'ai eu des credit cards, j'ai parti à Macy's. Et comme ça, il y avait ces problèmes-là, il n'y avait pas une structure d'éducation, de développement, je ne savais pas c'est quoi les crédits. J'ai détruit mon crédit. C'est-à-dire en prenant des choses que je ne payais pas. Donc, vous utilisiez des cartes, vous swappez, comme on dit. Voilà, j'ai swappé des cartes. Sans payer. C'était ma première fois. Tu pars dans une boutique, tu achètes quelque chose, tu n'as rien payé. Tu as swappé une carte. J'ai aimé cette idée-là. Je faisais ça souvent. J'avais une voiture à crédit et j'ai commencé à faire aussi beaucoup de bêtises. J'ai eu des accidents sans assurance. Okay. Et j'avais un accident où je devais payer parce que j'avais pas d'assurance. Comme quand j'ai eu l'accident, j'ai pas d'assurance. Donc, c'est moi-même qui dois réparer les voitures. Voilà. Et la totalité, ça nageait dans les 56 000. Là, c'était une seule voiture? Moi, j'ai cogné une voiture et la voiture est partie cogner une autre voiture. Tous les deux voitures étaient des nouvelles voitures. C'était en 2017 comme ça. Wow. Donc, et pendant tout ce temps-là, je fonctionnais. Je payais mes dettes, mais j'étais déjà dans les problèmes. Même si je payais mes dettes, maintenant, je commence à être conscient de la vie aux États-Unis, mais je suis déjà dans les problèmes. Je cours vers un bankruptcy. Je suis sur SR22. SR22, SR22, c'est quand tu conduis une voiture que tu n'as pas d'assurance et tu fais un accident. Les assurances et l'État, ils vont te mettre sur SR22. Ça veut dire que tu es un conducteur dangereux. Okay. Ce qui fait que ton assurance, ça devient plus cher que les autres. Moi, j'ai payé $600 par mois. Pour une seule voiture? Pour juste avoir la permission de conduire. OK. Je devais avoir l'assurance. C'était maintenant obligatoire pour moi. Et c'était comme ça, c'était $600. Les assureurs même me refusaient. Les compagnies d'assurance me refusaient. Et ils me refusaient vraiment. Personne dangereuse. Parce que je commets beaucoup d'accidents. Voilà. Dans un laps de temps, je viens d'arriver aux États-Unis. Parce que moi, à Kinshasa, je n'ai pas conduit de voiture. Je suis arrivé ici, je devais conduire. Ici, il n'y a pas de taxi, c'est pas New York. Donc, tu te déplaces partout, tu pars. Tu dois aller par ta voiture. Ou bien tu dois appeler, attendre quelqu'un venir te prendre, demander de ride. Ça, c'est un autre problème. Donc, tu dois conduire. Donc, on apprenait, en même temps, on pratiquait. Donc, je n'ai jamais conduit à Kinshasa. Donc, ici, je conduisais, en même temps, j'apprenais. C'est ça. Donc, je fais des accidents. C'était ça les problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cadre. Il n'y avait pas, quand tu viens comme ça, on dit, non, voilà comment on conduit, voilà comment on fait. Tu dois faire ceci d'abord. Fais d'abord 6 mois de cela. Forme-toi pendant ceci. Tu vois, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire on est entré directement. C'est comme si quelqu'un, on te demande d'apprendre à nager, mais tu es déjà dans l'eau. Voilà. Mais apparemment, ici, c'est comme ça aussi. Dès que tu es là... Tu es déjà dans l'eau, maintenant on te dit, apprends à nager. Apprends à nager. Mais
parfois, tu bois un peu. Voilà. Tu vois, donc, ça va aller. Yeah. Donc, on t'apprend à te battre, tu es déjà sur les rings. Et maintenant, le maître derrière, il te dit, gauche. Maintenant, tu es déjà avec un boxeur professionnel face à toi. Et c'est là qu'on t'apprend à te battre. Mais maintenant, je voulais penser autrement. Je me disais toujours moi-même, parce que je connais mes capacités, je me disais, si il y avait un cadre, je n'allais pas passer par toutes ces erreurs. Parce que les problèmes avec les erreurs dans la vie, c'est quoi? Ça te retarde. Ça te retarde, yeah. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les erreurs, c'est bon, on peut le faire. C'est comme on dit, l'erreur est humaine, mais ça te retarde. Et les problèmes avec les États-Unis, non seulement ça te retarde, ici, on a ce qu'on appelle record. Yeah. Ça entre dans ton record. Et ça encore, ça enregistre ça. Ça encore maintenant, ça te colle. Ça te retarde plus, mais ça te colle à la peau. Mais je te dis, c'est ce que quand nous venons, c'est des choses que je ne savais pas. Voilà. Nous tous, quand on gagne la loterie, on gagne les DV, on est à Kinshasa, on vient ici. Bon, on s'est dit, voilà, je suis arrivé. Maintenant, je vais American Dream. Mon voisin sera Goldberg, je vais commencer à voir Randy Orton, ou bien Michael Jackson va passer devant mon avenir. Non. J'ai une toute autre réalité quand tu arrives ici. Ici, en fait, tu es venu. Je commence à comprendre que la loterie a été créée pour que les immigrés viennent, pour travailler, payer des taxes, aider l'économie américaine. Okay. Mais entre-temps, ce qu'ils te donnent en retour, c'est une vie, une liberté, une possibilité de bâtir une vie. Yeah. C'est ça l'exchange. On est en train d'échanger notre temps contre de l'argent. Ça, ce sont des informations où la communauté devait donner aux gens quand tu arrives aux États-Unis. Ils t'expliquent ça. Selon moi. Yeah. Ils t'expliquent, tu vois, DV, c'est 1, 2, 3, 4, 5. La réalité, c'est ceci. Voilà ce que tu vas vivre. Et voilà comment il faut faire. Ils doivent connaître ces informations pour donner. Voilà. Moi, ça m'a pris, je peux dire, dans les 7 ans, 6 ans pour avoir la maîtrise que j'ai aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, si quelqu'un vient, si cette personne-là, moi, je la connais, je peux lui orienter. J'ai l'expérience. Je suis d'abord moi-même passé par beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Et ça m'a motivé. Et je m'étais dit un jour, si j'écris quelque chose, comme je connais aussi la culture, moi, je suis quinois, congolais, je connais. Si tu viens, tu dis, personne, ils ne vont pas te croire déjà, ils ne vont pas te soutenir. J'ai dépensé de mon propre argent. J'ai créé une ONG reconnue aux États-Unis. Ça veut dire on a le numéro de ARS, on a la permission d'évoluer ici aux États-Unis. Et même quand je suis allé à l'ARS, à leur office, pour leur parler, ils étaient étonnés que j'ai pu réfléchir comme ça. J'ai dit, je vais créer une structure ONG gratuite juste pour informer, éduquer et faciliter l'intégration des immigrants ici aux États-Unis. Yeah, d'ailleurs, déjà en parlant de ça, c'est quoi la vision? Parce que ça doit être cadré. Pamoja ne fera pas tout. Quel est l'objectif vraiment principal de Pamoja? L'objectif principal de Pamoja, c'est d'éviter ou bien de diminuer le taux des problèmes, je peux dire, ou bien le taux des erreurs dans le cadre des immigrants. OK. Si tu regardes en faisant quoi? Voilà. En faisant des séminaires, en étant accessible 24 hours, 7 days a week. Ça veut dire on a créé déjà une website en français, site web qui fonctionne. C'est-à-dire quelqu'un peut à tout moment entrer sur Pamoja, chercher quelque chose, une information, il va le trouver. Et l'objectif, c'est moi, je ne veux pas que les générations futures qui vont venir, qui puissent dire qui puissent faire la remarque que moi, j'ai fait quand je suis arrivé. C'est-à-dire, pourquoi pas il n'y a pas un cadre? Pourquoi pas il n'y a pas une structure d'aide, d'information, de développement, par exemple? Parce qu'on est venu par la loterie, mais on a des backgrounds. Toi, tu es peut-être quelqu'un d'ingénieur, il y a des mécaniciens, il y a des docteurs. Moi, j'ai vu des papas docteurs qui sont arrivés par la loterie. Et moi, je suis gestionnaire. C'est ce que je fais, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Donc, voilà pourquoi, en tant que gestionnaire et créateur d'entreprise, c'est ce que je peux faire
pour la communauté. Je peux au moins faire ça. Donc, j'ai contacté beaucoup de gens. Moi, je ne fais pas les websites. J'ai contacté les gens qui font des websites. J'ai payé de l'argent. J'ai contacté des amis qu'on a associés avec. On a réfléchi. Il y a même des amis. Il y a aussi des grandes personnes qui nous soutiennent aussi, de la communauté. Et je les ai proposé mon idée. Tout le monde a été d'accord. Et on a tous compris que c'était un besoin. C'était un besoin, parce que l'idée aussi, c'est quand tu fais quelque chose, tu dois répondre à un besoin. C'était un besoin qu'on va essayer de... Je sais qu'on ne va pas faire tout comme tu viens de dire, mais on va essayer. On doit commencer quelque part. On est déjà en retard, mais on doit commencer quelque part. La communauté est déjà en retard, mais on doit commencer quelque part. Si je comprends bien, vous voulez disponibiliser l'information pour toute personne qui arrive aux États-Unis, de savoir que si je vais commencer à m'adapter dans ces pays, voilà la route à suivre. Exactement. Parce que si tu vois nos jeunes gens qui arrivent, si tu remarques, mais aujourd'hui, on a des Congolais en prison. Et quand tu regardes les années qu'il a passées aux États-Unis, tu vas voir, il est dans les 4 ans, il est dans les 2 ans, il est dans les 3 ans. Normalement, il devait être informé du système. Voilà. Les gens disent que les États-Unis, c'est un pays de seconde chance. Effectivement. Mais il y a la suite. Cette seconde chance-là, c'est une fois. C'est-à-dire, quand tu arrives aux États-Unis, tu as un bon crédit. On ne te connaît pas si tu es voleur, sorcier, magicien. Tu es clean. Tu es clean. Tu n'as pas de background. Tu n'as pas de records. On te croit. Tu peux appliquer une maison. Tu peux appliquer une voiture. On te donne. Tu peux apprendre, tu peux aller dans l'université, ici tu peux aller à l'université et puis tu vas payer plus tard. C'est pas comme au Congo, tu pars, tu payes. Non, ici tu peux vraiment aller puis tu vas payer après. Tu as tous ces temps-là et toutes ces opportunités-là que tu peux utiliser. Tu te rends fort dans les 3, 4, 5 ans que tu es ici. Tu te formes. Ensuite, tu vas vivre. Tu peux aussi combiner les deux. Et Pamoja, je voulais juste mentionner, Pamoja n'est pas seulement pour les gens qui arrivent. Pamoja va aussi former ceux qui sont déjà là, mais qui ne connaissent pas encore. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui. On va faciliter, par exemple, l'anglais. On va appeler les professeurs qui donnent cours dans des community colleges. On va les appeler. On va avoir des cadres. Une journée, par exemple, 2 fois. On va créer des daycares pour nous. C'est pas qu'on va exclure les autochtones, les blancs, non. Mais on va vraiment voir que non, Pamoja Kindergarten, avec toutes les normes de Kindergarten, mais que quand les gens qui sont des Congolais qui viennent laisser leurs enfants, ils peuvent payer moins. Parce que Pamoja, c'est une ONG. On va avoir des activités purement immigrants. Pour tout immigrant. Parce qu'on ne va pas seulement s'arrêter aux Congolais, on va aller dans d'autres communautés aussi. On va aussi toucher dans nos amis espagnols. L'idée, c'est juste toute personne, pour ça que je parle plus d'immigrants. Toute personne qui vient d'arriver aux États-Unis, il peut utiliser Pamoja. Et notre idée derrière, ce n'est pas que quelqu'un va nous payer de l'argent. On va demander de l'argent à personne. Et comment est-ce que l'organisation va fonctionner? Une ONG aux États-Unis, ça fonctionne avec des board members. Vous avez ce qu'on appelle des board members et vous avez des dons, des donations. Vous pouvez aussi être supporté. Et c'est comme ça que Pamoja va fonctionner. Déjà, nous, des board members, on va constituer une équipe où nous-mêmes, on va s'impliquer. L'idée, c'est vraiment d'aider. Les Américains disent aussi give back. Tout ce que les États-Unis nous a donné, les informations que la communauté nous a données, les gens que la communauté nous a donnés, nous, on peut se rassembler et puis rendre back à ceux qui en ont besoin. Il y a des Congolais qui sont ici qui ont des cancers. Il y a des Congolais qui sont ici qui vivent... Moi, je travaille à l'hôpital et je vois des choses. Il y a des Congolais qui ont des vies précaires. À ce moment qu'on est en train de parler, il y a des Congolais, par exemple, il a un cancer de l'œil. Les Congolais qui sont des diabétiques. Il y a un endroit où tu peux aller prendre des médicaments pour les diabétiques, pour les gens qui ont la diabète et les tensions, for free. C'est juste un problème d'information. Donc, le plus grand problème de la communauté africaine, disons ça comme ça, c'est l'information. L'information n'est pas disponible. L'information
n'est pas disponibilisée parce que l'information, elle est là. Voilà. Les gens qui devaient disponibiliser cette information ne sont pas organisés. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Parce que par exemple, dans Pamoja, quand vous entrez dans notre website, tu peux voir ces informations-là en français, en anglais ou bien en spanish. Okay. Donc, c'est déjà les 3 premières langues que tout le monde au moins parle. Parce que maintenant, si tu remarques aussi dans la communauté, ici, par exemple, à Kentucky, on a aussi des gens qui parlent portugais, qui viennent d'arriver, qui viennent d'Angola, qui viennent du Brésil et tout. Ils parlent portugais. Moi, je reçois des gens à l'hôpital qui parlent que portugais. Tu lui dis, tu es congolais? Oui. Lingala? Non. Français? Non. Portugais. Ah bon? Yes. Yeah. Et ce que les gens n'arrivent pas à saisir, c'est que on est ici aux États-Unis, oui, pays d'opportunité, pays de seconde chance. Cette chance-là, quand tu la gâches, ta vie devient extrêmement difficile. Au lieu d'aider quelqu'un qui est dans les problèmes, l'intelligence nous oblige à l'aider avant qu'il tombe dans les problèmes. Voilà pourquoi les Blancs disent « vaut mieux prévenir que guérir ». Parce que prévenir, ça te prend moins d'efforts, que ça soit physique ou monétaire. Yeah. Prévenir, tu peux juste... Par exemple, pour prévenir quelqu'un pour le sida, tu peux juste lui dire « mon frère, fais attention, utilise l'abstinence ou bien les préservatifs, ou bien sois fidèle à ta femme. » Tu vois, c'est simple. Maintenant, essaie de guérir le sida. Jusqu'à la mort. Ça veut dire que la prévention coûte moins cher. Yeah. Que ce soit en termes de termes physiques, en termes monétaires, en termes de médicaments, la prévention, c'est moins cher. Maintenant, nous, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la communauté, surtout africaine. Nous, on veut guérir. Quand quelqu'un meurt, on veut cotiser. Donner $100, donner. Normalement, il devait y avoir une caisse. Voilà. Quand quelqu'un a des problèmes, venez, donner 50. Les gens sont motivés pour donner. Quand quelqu'un meurt, au lieu de donner pour soutenir la caisse. C'est-à-dire, on n'a pas encore compris. Nous tous. Et je suis désolé que nous, on commence à comprendre, nous les jeunes. Voilà pourquoi j'aime travailler avec les jeunes. Parce que dans la jeunesse, il y a le dynamisme. Il y a une énergie. Il faut juste les canaliser. Nous, les jeunes, quand on veut faire quelque chose, on va le faire. Les politiciens ont compris cela. Ils utilisent la jeunesse. Quand ils veulent descendre sur le terrain, ils appellent les jeunes et puis ça va faire l'impact. C'est dans le dynamisme, c'est dans la jeunesse qu'il y a le dynamisme et l'énergie. Il faut orienter cela. Il y a une question là. Vous voulez créer Pamoja, parce que c'est déjà créé d'ailleurs. Pamoja est déjà en marche, ça fonctionne. Et une personne peut être là et peut dire que non. Donc, vous voulez rivaliser la communauté. Parce que tout ce que la communauté devait faire, c'est ce qu'apparemment Pamoja est en train de faire. Est-ce que c'est une communauté privée que vous êtes en train de créer ou bien Pamoja, c'est une structure qui veut appuyer la communauté? Parce que, vous savez, des guerres de communautés, ça existe. Je sais. Yeah. Bon, déjà, des guerres de communautés, si ça existe et puis ça, c'est quelque chose que je déplore, ça devait déjà cesser. Moi, je suis congolais, quinois. Je ne rivalise pas avec la communauté. Déjà, dans Pamoja, il y a des leaders de la communauté. OK. Yeah. Que ce soit les leaders de la communauté du Kentucky, que ce soit les leaders de la communauté de Ohio. Parce que nous sommes allés avec mon équipe consulter les aînés, leur dire ce qu'on veut faire, avant même de le faire. OK. On a été soutenus par nos aînés. Pourquoi pas ils ont dit que donc voilà, on va réaliser cette idée dans la communauté? Bon, ils ont trouvé que j'avais déjà un plan. J'ai une idée et un plan et les moyens. OK. Parce que quand je suis arrivé, par exemple, à Kentucky, j'ai participé une fois dans une réunion de la communauté. On avait appelé toute la communauté. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était le pasteur Momba qui parlait. Il a dit, on a demandé à la communauté de nous donner $600 pour donner quelque chose pour l'ARS, pour créer, je sais pas moi je me rappelle de quelque chose. Et ça fait 2 ans, ils n'ont pas encore totalisé les $600. Toute la communauté.
Et j'étais dans cette réunion-là. J'ai pris cette information-là. J'ai fait, je pense, 2 semaines. J'ai pu créer cette histoire-là et ils avaient... Donc, c'est que les documents que la communauté manquait, Pamoja fait ça dans 2 semaines. C'était coup de téléphone. On te dit, passe par cet office, et puis c'est fini. Comme je viens de dire, nous, dans notre souche des Congolais, on préfère quand quelque chose devient un problème. Mais pour prévenir, on n'est pas chaud. Que les problèmes ne deviennent pas problèmes, on ne comprend pas. Il y a des adages qu'on utilise même, qu'on utilise même quand on parle, mais on ne comprend pas l'essence. Les Blancs disent qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire ceci. Si tu ne veux pas que les gens puissent t'attaquer à la guerre, tu dois être armé jusqu'aux dents, que quand quelqu'un te regarde, quand il veut te faire la guerre, il doit réfléchir à 2 ou 3 fois avant de t'attaquer. Prenons l'exemple des États-Unis. Un pays ne peut pas se réveiller comme ça et dire oh, je vais faire la guerre aux États-Unis. Il sait qu'on va l'effacer de la carte. Tous les budgets que les États-Unis mettent sur le Pentagone pour créer des armes et des bombes, il est le pays le plus mieux armé au monde. Il a des problèmes avec quel pays pour faire la guerre? Il se prévient de la guerre. Donc, s'il veut la paix, il doit se préparer s'il y a la guerre. Donc, voilà. C'est-à-dire que, comme on fait avec les Congo, les Rwanda, là, ça ne peut pas arriver ici. Parce que la personne qui va penser comme ça, lui-même, il s'est dit, comment je vais l'attaquer? Il est tellement prêt. Et la communauté ne pense pas de cette manière-là. Et comme on dit aussi chez le médecin, c'est-à-dire qu'il faut me prévenir que guérir. On est dans la guérison. Regarde quand quelqu'un est malade à l'hôpital, dans les églises, on en parle. On demande à tout le monde de prier. On demande à tout le monde de cotiser. Il y a même des listes. Qui circulent. Toi, tu n'as pas donné. On ne fait pas ça, par exemple, pour dire, toi, tu n'as pas donné pour cotiser. On devait créer un kindergarten pour les enfants, un daycare. Toi, tu n'as pas donné. On doit construire les buildings de la communauté. Il n'y a pas de liste qui passe pour ça. Chaque Congolais gagne en moyenne $500 par semaine. En moyenne. Chaque Congolais que tu vois ici, en moyenne, il est $500. Ça, c'est le plus bas. Pour que cette personne-là puisse vous donner $20 après 30 jours, ce n'est pas un problème. Ça dépend maintenant de comment vous venez pour lui demander ces $20. OK. Ça dépend du projet que vous lui présentez pour de faire sortir son $20. Ça doit avoir son intérêt à l'intérieur. Tu sais que quand on part, je ne sais pas, bon, on n'est pas là peut-être pour ça, mais quand on part, moi je réfléchis seulement, quand on part à l'église, chaque semaine, tu es entre 10 à $20 que tu mets à l'offrande. Tu sais pourquoi tu le fais? C'est parce qu'on t'a dit que ça, c'est une manière aussi de contribuer à l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi tu le fais. Si on t'avait dit ici, si on t'avait déjà éduqué ça depuis le bas âge, que tu dois aussi contribuer à ta communauté. Regarde les Américains. Ce n'est pas le gouvernement qui construit partout. C'est des gens. Des maisons qu'on loue là, les appartements. Ce sont des entreprises des gens. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas toutes les communautés qui nous ressemblent. Même si on parle de la communauté africaine, on voit quand même certaines différences. Regarde nos amis camerounais. Moi, j'ai déjà été dans une réunion des amis camerounais. Ils ont plus de $113 000 dans la caisse. OK. Ça, ce sont des montants dans la communauté congolaise. On peut réaliser ça. En une année, voilà. Ça devait être de... Est-ce que notre communauté a les chiffres exacts des Congolais vivant à Kentucky? Parlons même aux États-Unis. Mais dans Pamoja, on a déjà une structure, une fiche qu'on a créée qui peut faire ça. Donc, vous avez une base de données. On a une base de données qui peut faire ça. Notre ami Arnold Mwanza, qui a créé notre site web, c'est un Congolais. Il y a des Congolais qui font de l'excellence ici aux États-Unis. Il faut juste les requérir.
On a des gens qui travaillent dans la télécommunication, comme les Ray Magère, par exemple. Yeah. Il y a des collègues qui font des excellents travaux. Et ça, c'est que moi, je connais. Mais je sais qu'il y en a plusieurs, tonnes et des tonnes. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est dans notre chapitre un peu, on parle un peu de la communauté là maintenant. Qu'est-ce qui se passe que les gens qui ont de la connaissance ne l'exploitent pas au niveau de la communauté? Comme vous, par exemple, comme d'autres personnes que vous venez de citer. Les gens qui ont cette expérience-là, cette expertise, ils n'ont pas encore vu un projet. C'est-à-dire, les gens qui nous dirigent, ils ne sont pas encore venus avec un projet. Remarque quand un président des États-Unis est élu, qu'est-ce qu'il fait? Il va inviter tous les grands entrepreneurs, les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, dans son bureau. Tu sais ce qu'il leur présente son projet. Et dans ces bureaux-là, si tu adhères, tu commences à mettre de l'argent. Si la communauté a un projet, on va adhérer à ces projets. Mais ça doit être un projet consistant. C'est-à-dire, tu ne viens pas seulement avec des idées. Les idées et un plan. Moi, en gestion d'entreprise, on m'a dit la différence entre une idée et un projet, c'est les étapes. C'est des plans. Si tu dis, je vais créer une entreprise. Quel est le plan? Ça, c'est une idée. Ce n'est pas un projet. Oh, non, un projet dans ça, l'entreprise, ça, c'est une idée. Ce n'est pas un projet. Un projet a ce qu'on appelle la chronologie du projet. Un projet a un plan. Un projet a des étapes. Un projet, on sait quand ça va commencer et quand ça va finir. Ça, c'est un projet. Un projet a un budget. Un projet a un budget. Un projet a les gens. C'est-à-dire, on sait déjà, il y aura autant des employés à cet endroit. Donc, quand on va mettre. C'est ça, un projet, c'est comme ça. Mais on parle, nous sommes en 2023, mais la communauté congolaise ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. 30 ans, 50 ans. Yeah. Et puis, la personne qui vient en 2023 trouve que nous sommes encore comme si, voilà. La semaine passée, j'avais assisté à une réunion à Cincinnati. Ils avaient accueilli de nouvelles personnes qui sont venues de Kinshasa, des immigrants, d'autres des Angola et tout. Dans cette réunion-là, il y a un jeune qui a demandé au président de la communauté pourquoi il n'y a pas une caisse, pourquoi il n'y a pas un 2023. bureau. Lui, il vient d'arriver. C'est-à-dire, lui, la personne qui pose la question, c'est lui l'immigrant. C'est lui l'immigrant. Il pose la question au président. Pourquoi? Parce qu'on a même la réunion, là, on l'a fait dans une salle là qu'on nous a donnée. Dans une salle qu'on nous a donnée. La personne qui vient d'arriver aux États-Unis n'a pas fait même 6 mois, même 4 mois. Il pose la question au président de la communauté. Pourquoi on n'a pas de caisse? Pourquoi on n'a pas un avocat? Un avocat. Tu étais là avec moi dans la réunion. Là. Il demande pourquoi on n'a pas un bureau. Et j'ai compris aussi la réponse du président. Il a dit, ce sont des choses on est en train de parler pour faire ça. On est déjà en 2023. Tu vois, c'est avec ça, pour répondre à la question, beaucoup de gens ne vont pas adhérer. Tu peux pas t'engager dans quelque chose que tu vois pas d'issue. La communauté devrait d'abord nous présenter du concret. Moi, je suis pas là pour discréditer la communauté. Je fais partie de la communauté. Il n'y a pas de mal à dire que non, on pouvait aussi faire ceci. Il n'y a pas de mal à ça. C'est juste que nous, dans la communauté, on comprend souvent les choses à travers. Si quelqu'un fait quelque chose, par exemple, si je dis, je pense que l'idée, ça n'a rien à voir. Ok. C'est juste que tu peux aussi avoir un son de cloche différent. Tu vois, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Bon. Maintenant, Pamoja est créé pour aider les immigrants et même ceux qui sont ici. Faciliter l'information et l'intégration. Faciliter l'information, l'intégration. Maintenant, pourquoi une personne va faire confiance à Pamoja? Pourquoi les gens doivent faire confiance à Pamoja? Ok. Les gens,
déjà, moi, je leur demande de nous faire confiance. Et pourquoi ils doivent nous faire confiance? Parce que déjà, avec les projets qu'on présente, ils n'ont qu'à regarder notre projet. Les projets qu'on présente, c'est pas pour nous. Pamoja, c'est un ONG. L'ONG, on veut vraiment aider les gens. Il n'y aura pas d'argent qui va nous donner à nous. Non. Sauf peut-être s'il y a des interventions et qu'on doit payer une personne qui doit donner une formation. Parce qu'on va commencer à faire des séminaires d'entraînement. Déjà, en parlant des séminaires, interventions et tout, c'est quoi les services depuis son lancement? Quels sont les services que Pamoja offre? On reviendra sur les services en détail, et puis, mais quels sont les services, si vous pouvez lister? Déjà, on parle des services parce qu'il y a des branches. Quand on parle, par exemple, de la formation, on va former les gens, par exemple, pour faire des crédits, pour taper les taxes. On va former pour faire les taxes, c'est-à-dire il y aura des formations sur les taxes. On va former les gens sur l'anglais. Là, c'est la partie formation, pas d'abord l'accompagnement et tout. Non, ça, c'est la formation. La formation. Dans l'accompagnement, on peut accompagner les gens parce que quand tu viens ici, tu demandes où tu veux avoir un appartement. Avoir un appartement, tu peux nous poser la question, où est-ce que je peux avoir un bon appartement par rapport, par exemple, à telle chose. Par exemple, il faut savoir, il y a des gens ici qui arrivent, ils ont des enfants, par exemple. Tu dois mettre tes enfants dans un endroit safe. Ici, aux États-Unis, il y a des endroits où c'est l'éducation, c'est un peu élevé, où il y a aussi d'autres endroits où l'éducation, c'est un peu bas, où, tu vois, l'environnement, ça compte. Nous, on a fait ces recherches-là déjà pour toi. On peut t'orienter. Voilà. Par exemple, quelqu'un à Kinshasa, il habitait, par exemple, ma campagne. C'est calme, c'est quiet, you know. Les écoles, c'est un peu, il y a des niveaux un peu différents et tout. Il arrive ici, il vient à un endroit calme. Parce que c'est comme ça qu'il a grandi. Il veut garder les standings. Voilà. Nous, on peut t'orienter. Va dans tel endroit. OK. Voilà. Les documents de base. Voilà. Les documents de base. Nous, on peut t'aider à faire les green cards, avoir ton social. Si tu veux appeler ta femme, tes parents, des choses comme ça, for free. OK. Et puis, on va te montrer comment on les fait. Comme ça, prochainement, tu peux les faire toi-même. Moi, je peux te montrer, avec Pamoja, facilement comment tu peux avoir ta nationalité. Quand je dis facilement, quand je dis facilement, ça veut dire que tu viens avec ton ordinateur, ou bien moi, je prends mon ordinateur et je te montre comment on le fait. Je ne le fais pas pour toi, je ne te fais pas payer. Et si la personne dit que non, vous devez m'aider et tout. Voilà. On peut aider. On te montre si tu veux pas, si tu veux qu'on puisse faire pour toi. Parce que je l'ai déjà, les choses que j'ai dit, j'ai déjà fait ça. Il y a beaucoup de gens que j'ai montré comment on devient américain, comment on fait ceci. C'est pas compliqué. Ça, c'est des choses qu'on offre. C'est-à-dire, on te montre comment on fait, comment on en fait des applications. Parce que ces bureaux-là, c'est ce que j'avais dit. L'information existe. Il faut les disponibiliser. Il faut les rendre disponibles et l'adapter. D'autres personnes, ils parlent pas l'anglais. L'information existe, mais c'est en anglais. Voilà pourquoi cette information-là qui existe, quand ça passe par Pamoja, tu peux lire ça en français. Ça, c'est aussi ce qu'on apporte. On veut aussi aider les gens à réfléchir autrement. Par exemple, aux États-Unis, les choses qu'il faut, c'est concentrer quand tu viens d'arriver. C'est ça. Regarde ton crédit. Les bases. Regarde tes dettes. Cherche à avoir ta nationalité. Concentre-toi sur l'anglais. Moi, je ne dis pas que quand tu fais ces choses-là... à l'école. Tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'école. Tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'école. Il y a des gens qui arrivent ici, peut-être que la classe est Makambuna été. Il n'a pas besoin d'aller à l'école. Il y a des formations, il y a des certificats. Mais il y a des choses où même si tu ne veux pas aller à l'école, c'est des bases. C'est comme ça. Tu dois les faire, par exemple, parler l'anglais. Même si tu ne veux pas aller à l'école, tu dois parler la langue pour t'intégrer. L'intégration vient aussi dans la communication. Tu ne peux pas communiquer si tu ne parles pas la langue. Tu ne peux pas communiquer si tu ne parles pas la langue. Maintenant, dans Pamoja, on va offrir cela. L'idée, c'est d'avoir moins de problèmes d'intégration
dans la communauté. L'idée, ce n'est pas de rivaliser avec la communauté congolaise qui nous dirige. Ce n'est pas de combattre. On contribue. Moi, c'est chaque fois que je pars voir Papa Didier Diakandoulou, je l'ai vu la semaine passée, on a parlé sur Pamoja. Le président de la communauté. Nord Kentucky. Voilà, ici, ouais. Je parle avec Papa David, qui est le président de la communauté de Cincinnati. Si c'était pour rivaliser avec la communauté congolaise, par exemple ici, j'allais pas commencer aussi à communiquer avec Ohio, parce que Pamoja, c'est Ohio, Kentucky et Indiana pour l'instant. Yeah. Mais vous avez la possibilité de couvrir les États-Unis. OK. Tous les documents sont prêts. Yeah. Les documents, pour l'instant, on a la permission de travailler ici à Kentucky, Ohio et Indiana. On travaille sur ça. Mais l'idée, même avec notre concepteur, Arnold Mwanza, l'idée, c'était, parce qu'il va nous donner une grande base de données, l'idée, c'était de répertorier tous les Congolais vivant aux États-Unis. OK. Et d'avoir ces cadres-là, des petits bureaux de Pamoja. Pamoja, ça veut dire ensemble. One, un. Ensemble comme un seul homme. Qu'on puisse tous avoir les mêmes réalités, partager les réalités pour avoir une forme de prototype de vie aux États-Unis et offrir cela pour faciliter de nos amis qui vont venir après nous et faciliter les gens qui sont ici, qui sont déjà dans des problèmes. Parce qu'il y a des moyens de sortir dans ces problèmes. Mais il faut avoir l'information. Moi, je dis pas que moi, j'ai toute l'information. Ou bien notre équipe de Pamoja a toute l'information. Non. En parlant ici, même dans votre émission, je vais utiliser ça pour avoir comme une plateforme d'appeler ces gens-là, ces Congolais-là. Moi, je les appelle des Congolais excellents, qui ont l'information. Toutes ces excellences, toutes ces têtes, toute cette intelligence que Dieu nous a donnée. On a des ingénieurs, des médecins, des docteurs, des avocats qui sont ici, ça fait 15, 10, 20, 30, 50 ans. On a besoin de vous, des Pamoja. C'est parce que l'idée, c'est vraiment de rassembler tout le monde à Pamoja et de créer Congolais excellents. Moi, j'ai travaillé dans le warehouse, j'étais avant à Amazon. Il y avait nos amis de l'Ouest. Quand ils me voyaient, tu es Congolais, Papa Wemba, sa père. La musique et la SAP. Tu vois, on ne peut pas toujours continuer à nous identifier comme ça. Ce n'est pas seulement ce qui nous identifie. On a aussi des génies. Moi, j'ai beaucoup de noms de Congolais ici aux États-Unis qui sont des génies. Donc, l'idée, c'est de rassembler toutes ces excellences-là, de mettre ça dans une plateforme et que les autres puissent utiliser cette savoir qu'eux, ils vont apporter, peu importe les domaines. J'ai 2-3 questions et puis on va cheater. Vous avez dit, Pamoja, c'est gratuit. Vous venez, on vous aide. Mais il y a des board members, des subventions et tout. Il n'y a pas quelque part où les personnes peuvent contribuer. Parce qu'il y a une personne peut apprécier votre idée et puis des dons venant d'autres personnes, quoi. Non. Tout le monde peut contribuer dans Pamoja. Déjà, j'invite tout le monde de contribuer. On peut contribuer avec de l'argent. Quand vous entrez dans le site web de Pamoja, vous allez voir, parce qu'on donne des tracks, il y a un QR code que vous pouvez scanner. Quand vous scannez cela, ça vous entre directement dans le website. Et il y a des endroits où on a écrit donation. Comme toute ONG, on accepte les donations de toute nature. Ça peut être intellectuel, tu viens avec des idées. Ça peut être matériel, des choses, habits, ordinateurs. On a besoin des ordinateurs pour donner à nos employés, pour créer encore beaucoup des employés et donner des bases de données. L'idée, c'est de faire des choses de la communauté pour soutenir aussi notre communauté. Parce que Pamoja sera aussi utilisé par la communauté. La communauté, quand il accueille quelqu'un, au lieu de créer encore, ils peuvent juste dire à la personne, consulte ce website ici quand tu as des questions, ou bien si tu as des questions, appelle-moi. OK. On est en train, en fait, ça c'est notre pierre dans la communauté. On soutient aussi la communauté. Et si quelqu'un aussi veut nous faire des dons, ou bien peut nous donner de l'argent, ou bien contribuer avec son intelligence, ses idées, vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus. C'est une ONG. En fait, tout le monde est invité. Venez avec vos dons, venez avec vos idées, venez avec les dons matériels et immatériels, on reçoit.
Moi, j'ai lancé Pamoja, mais le développement, la croissance de Pamoja, ça ne dépend pas seulement de moi. Je sais que dans notre communauté, on aime bien essayer de ressusciter. On n'aime pas créer. Mais cette fois-ci, faisons l'inverse. Il y a un produit qui est là. Il y a une idée qui est là. Soutenons l'idée. Tout chabison surtout maïe les places moko. Tout chabison surtout makanise place moko. Topé ça les meilleurs de nous. Topé ça batu image musutu su yabiso ke ba congolais pe ba s'organisera. Ba congolais pe ba sala makamususu à part koyemba na kobina, à part barbecue, na baby shower, na mariage, il y a aussi autre chose qu'on fait. On peut aussi faire mieux. Voilà un peu. Et où est-ce qu'on peut joindre Pamoja? Si vous pouvez donner le website et... Pour l'instant, Pamoja, tu peux juste taper www.pamoja.org, pamoja1.org, tu vas entrer dans le site. Dans nos tracks qu'on donne, il y a un QR code. Tu peux, juste avec ton téléphone, ton appareil photo, si tu mets ta photo sur le QR code, ça va sortir, tu cliques, ça te fait entrer. Vous pouvez aussi utiliser mon numéro. Le numéro qu'on est en train d'utiliser pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans Pamoja, mais pour l'instant, vous pouvez appeler les 513 et 410 29 28. Et beaucoup de gens déjà m'appellent, ils m'appellent déjà par ce numéro-là. Et je travaille avec d'autres bien-aimés aussi. Mais le numéro qu'on utilise pour l'instant, pour les coordonnées et tout, c'est tout le monde est membre de Pamoja. Mais il faut que tout le monde aussi puisse agir en faveur de Pamoja. Ça, c'est une autre chose. Tout le monde est membre. Mais contribuer, c'est une autre chose. L'idée, ça peut venir, mais c'est quand tu contribues à l'idée, c'est là que tu participes. Yep. OK. Vous avez suivi le projet Pamoja. Donc, si vous avez d'autres questions, posez, mettez des commentaires. Il a donné les contacts et tout. N'hésitez pas à visiter aussi les sites web. Ceci, c'est notre introduction au projet Pamoja. Yes. Nous allons revenir pour détailler chaque service, les objectifs, qu'est-ce que vous pensez faire, les activités même, parce que vous avez dit que c'est déjà en marche, vous étiez en conférence et tout. On va parler aussi des gens qui constituent de votre programme, des limites, de ce que vous êtes en train de couvrir jusqu'ici et quelles sont les choses que vous pensez faire 5-10 ans, l'avenir, quoi. Donc, voilà, nous allons revenir, épisode 2, 3, 4, et puis on va couvrir tous les projets Pamoja. Merci. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, merci, abonnez-vous, partagez et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci, bye bye.